c'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'il recherche et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, c'est pas forcément ce que le client recherche en fin de compte. Donc, c'est toujours très important, je pense, de voir les choses de manière très complète. Et c'est là où on va vraiment pouvoir apporter quelque chose à nos clients. Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Nevin, Product Marketing Manager chez Pigment, pour parler de Competitive Intelligence. L'analyse du marché de la concurrence est un des piliers du rôle du PMM. Car pour réussir à bien se positionner sur le marché et à vendre son produit, il est indispensable de connaître et de comprendre son environnement concurrentiel. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir par où commencer et quoi faire pour que les analyses faites soient utiles pour l'ensemble des équipes. Produits, marketing, sales ou encore customer success. Alors dans cet épisode, Nevin nous partage sa vision de ce qu'est la competitive intelligence et de son usage, les actions concrètes qu'elle a mises en place et les premiers résultats obtenus. Et enfin, sa méthodologie et bonnes pratiques pour construire les programmes d'entretien win-loss, les battle cards et les sessions d'enablement. Je laisse place à mon échange avec Nevin, qui j'espère vous donnera toutes les cartes en main pour travailler sur la competitive intelligence et diffuser au mieux la connaissance des concurrents aux équipes. Hello Nevin, comment tu vas ? Hello, ça va bien, merci, et toi ? Très bien, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, donc Nevin, je suis Product Marketing Manager chez Pigment. Donc c'est une boîte de planification et de modélisation pour les grandes entreprises. Donc on est en France, dans d'autres pays en Europe, aux États-Unis aussi beaucoup. Et voilà, donc on a les entreprises sur tous ces enjeux de planification stratégique. Ça va faire bientôt un an que je suis dans la boîte. On a démarré l'équipe PMM il y a maintenant quasiment du coup un an. On a commencé quasiment en même temps avec ma chef. Du coup, ça fait 3 ans, 4 ans à peu près que j'ai fait le switch en product marketing. J'avais commencé en business development au Royaume-Uni où j'avais passé quelques années et du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis dit bon, moi, j'aimerais faire quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qui me plaît et je suis un petit peu tombée par hasard sur le product marketing, mais je suis très très contente. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe PMM ? Alors aujourd'hui, on est 3, en incluant ma chef. On a accueilli une deuxième personne la semaine dernière. Donc, l'équipe grandit petit à petit. Aujourd'hui, on va parler de Competitive Intelligence. Nevin, tu vas nous partager les best practices que tu as mis en place chez Pigment pour à la fois diffuser la connaissance sur la concurrence et former les équipes pour que le sujet de la concurrence ne soit pas un sujet tabou, problématique pendant le process de vente, parce qu'on sait que pour réussir finalement à se positionner sur le marché, c'est indispensable de connaître et de comprendre son environnement concurrentiel. Peux-tu nous expliquer à ta manière ce qu'est la Competitive Intelligence ? Alors pour moi, la competitive intelligence, c'est vraiment toute l'information qu'on arrive à avoir sur nos concurrents, à la fois ceux qu'on connaît très bien. On peut partir du principe qu'on les connaît très bien, donc on fait pas forcément l'effort de chercher des informations dessus, et ceux qu'on ne connaît pas encore. Et c'est vraiment récolter toute cette connaissance et la diffuser aux équipes commerciales, même aux équipes produits pour savoir vraiment comment leur produit est différent du nôtre, etc. Donc c'est toute l'information qu'on peut récolter sur nos concurrents et savoir la transmettre à nos chers collègues. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce travail sur ce sujet ? Alors quand je suis arrivée chez Pigment, j'avais déjà travaillé dans l'industrie avant quand j'étais business development, donc j'avais une assez bonne connaissance un petit peu du marché, des acteurs sur le marché et certains de mes collègues aussi, parce qu'on est beaucoup à venir de cette industrie-là. Mais j'ai trouvé du coup que l'information elle était assez disparse, donc il y en avait certains qui connaissaient très bien, donc on se parlait entre nous, on partageait l'information un petit peu à droite, à gauche, avec Slack, etc. Mais on a beaucoup de nouveaux concurrents qu'on connaissait pas forcément avant quand on travaillait dans ces autres entreprises. L'information, du coup, on n'a pas le même niveau d'information. Donc, pour certains, on est très confiant. Pour d'autres, c'est plus ah oui, non, jamais entendu parler. Je sais pas comment me positionner contre eux. Et du coup, je trouvais qu'on n'avait pas le même niveau d'information. On savait pas où la trouver l'information. On avait quelques battle cards, on avait quelques Slack channels où on partageait l'information, mais c'est un petit peu un petit travail de fouille pour trouver ce qui était pertinent. Et puis pour moi, ne serait-ce que sur la partie positionnement et le message, si je sais
pas ce que fait vraiment la concurrence, je sais pas comment me différencier. On est sur un marché où on dit tous qu'on fait la même chose, donc comment s'assurer qu'on arrive à communiquer vraiment nos éléments différenciants, et ça passe par savoir ce que fait notre concurrence, comment ils se positionnent pour pouvoir ajuster. Et plus concrètement, quels étaient tes objectifs? Ouais, alors les objectifs, c'était vraiment d'équiper les équipes commerciales avec le bon niveau d'information sur tous les concurrents. Donc, il n'y en ait pas un où on soit super confiant et un autre où on se dit, bon, ben, c'est pas grave, sur l'autre, on a pas mal d'informations. Savoir pourquoi on gagne, c'est très facile de se dire qu'on est les meilleurs, donc c'est pour ça qu'on a gagné, mais non, faut savoir quelles sont les raisons qui ont fait qu'on a gagné pour continuer à faire ces choses-là. Savoir pourquoi on a perdu aussi, c'est très important. C'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin, d'améliorer nos processus et aussi de pouvoir influencer la roadmap produit, puisqu'on est une jeune boîte. Donc, si on comprend un petit peu comment on se positionne aussi d'un point de vue purement produit par rapport à la concurrence, ça va nous permettre d'apporter quelque chose qui n'est pas forcément adressé par les autres. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place? Ce qu'on a mis en place, donc je travaille en partenariat avec l'équipe Product Stratégie sur le sujet. Ce qu'on a mis en place, c'est d'abord les battle cards. Les battle cards, elles existaient déjà, mais comme je disais, il n'y avait pas forcément le même niveau d'information. C'était mis à jour de manière un petit peu aléatoire. Je ne savais pas qui avait mis à jour, quand, quelle partie. Surtout que c'était sur Google Slide, donc c'est pas évident d'un point de vue suivi. La première chose, c'était retravailler ces battle cards, comprendre ce qui était attendu par chaque équipe, qu'est-ce qui leur convenait, qu'est-ce qui leur convenait pas, parce que on partait pas de rien non plus. Il y avait quand même quelques billes, donc c'était déjà aussi de comprendre qu'est-ce qui marche et qui doit rester en place. On va pas réinventer la roue non plus. Donc il y a les battle cards, mise en place d'entretien win-loss. Donc c'était aussi quelque chose qui était fait, mais encore une fois de manière aléatoire, et pas forcément les mêmes questions qui étaient posées d'un entretien à l'autre. Donc pour voir un petit peu les tendances qui en ressortaient, c'était compliqué. Donc, on a mis ça en place et là, on a envie de mettre en place des sessions d'enablement pour vraiment pouvoir former les équipes. OK, il y a le contenu, mais comment on s'assure que le contenu soit bien utilisé? Comment vraiment s'assurer qu'on arrive à répondre à toutes leurs questions? Donc, avec ces sessions d'enablement qu'on va mettre en place. Donc, et après, on fera des études en interne pour voir un petit peu ce qui marche depuis qu'on a mis ce programme en place, ce qui marche moins bien pour pouvoir améliorer le projet. Donc, si je résume, il y a eu 3 actions. La première, c'est la refonte des battle cards. La deuxième, programme entretien win-loss. Et la troisième, sur laquelle tu vas commencer à travailler, c'est les sessions d'enablement. Ouais. Alors, si ça te va, on va rentrer un peu plus dans le détail des 2 premiers points, vu que c'est ceux que tu as le plus travaillé. Est-ce que en une phrase, tu peux nous dire la définition d'une battle card? Ouais, alors une battle card, c'est une sorte de fiche en fait, une sorte de carte d'identité du concurrent avec qui est notre concurrent, ses forces, ses faiblesses et toutes les informations qui sont pertinentes sur ce concurrent-là pour pouvoir bien se positionner contre le concurrent. Donc c'est un petit peu ta fiche anti-sèche. Génial. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les infos clés à mettre dans les battle cards, sachant que souvent en interne, on peut avoir plusieurs audiences, donc des besoins différents. Comment est-ce que tu le gères? Qu'est-ce que tu fais? Oui, alors pour les battle cards, il y a eu la question, est-ce qu'on fait différentes battle cards pour les différentes équipes? Donc on a les équipes BDR qui vont faire toute la partie prospection, les équipes commerciales terrain et les équipes pre-sales, donc un peu plus techniques. Donc est-ce qu'on fait 3 battle cards différentes où on les réunit dans une seule et même battle card? Parce que les BDR ont besoin de savoir vraiment pourquoi on gagne, pourquoi on perd, et les équipes techniques ont envie d'avoir accès à des informations beaucoup plus techniques. Et finalement, en fait, l'idée, c'est de tout réunir sur une seule et même battle card parce qu'au final, l'EI a besoin de savoir ce que le BDR sait. Et le pre-sales, comme on les appelle, a besoin de savoir ce que c'est le BDR et l'EI. Donc, en fait, la façon dont les battle cards sont construites, c'est qu'on commence par une section générale, puisqu'il faut savoir où est-ce qu'est située l'entreprise, combien de clients ils ont, quels sont les clients qu'on a sur lesquels on a fait un remplacement de la solution ou est-ce qu'on a gagné contre cette solution-là, et de savoir quels sont nos experts en interne parce que les battle cards elles sont construites en collaboration avec différentes personnes en interne. Donc ça, c'est des informations un petit peu que tu peux voir directement quand tu vas sur ta battle card. Et ensuite, c'est vraiment par section. Donc on commence directement avec les BDR pour qu'ils puissent avoir accès à l'information qui est pertinente assez rapidement quand ils sont en call, par exemple, puissent directement trouver l'information. Donc pourquoi on gagne,
gagne, pourquoi on perd, quelles sont les questions à poser, quelles sont les objections qui sont assez courantes, donc comment y répondre. Et ça, c'est vraiment la section pour les BDR. Et ensuite, on rentre la partie EI où on parle un petit peu plus de l'entreprise, quels sont les cas d'usage qu'ils couvrent, comment nous on se positionne par rapport à ça, où est-ce qu'ils sont meilleurs, où est-ce qu'on est meilleur. Sur la partie pricing, autant que possible, on trouve l'information, comment ils sont positionnés, comment on peut aussi contrer certaines choses. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer ce qui est dit sur les sites internet et ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure d'échanges avec des clients, des prospects, de dire voilà comment on peut réagir à tel point, parce qu'un prospect va forcément trouver l'information sur le site internet ou avoir la version, j'appelle ça la version Instagram, du coup des équipes commerciales. Comment nous on peut faire ce Instagram versus réalité, donc toujours essayer de nuancer, parce que sinon c'est un copier-coller de ce qu'on trouve sur n'importe quel site, essayer d'apporter toujours cette valeur ajoutée. Ensuite, on rentre dans la partie technique où on va parler un petit peu du produit, des fonctionnalités, lesquelles sont meilleures, lesquelles sont moins bonnes, comment on se positionne par rapport à ça, et encore une fois faire ce petit Instagram versus réalité. Et ensuite, on a une partie avec toutes les ressources, parce que c'est beaucoup d'informations, donc où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations? Est-ce que ce sont des vidéos? Est-ce que ce sont des slides? Comme ça, donc mettre les liens de toutes les ressources en plus. Et du coup, cette présentation, cette battle card, tu l'as fait sous quel format? C'est une présentation PowerPoint, par exemple? C'est une présentation, enfin c'est une page Notion qu'on a faite parce que c'est beaucoup plus facile de naviguer, d'agrandir la section qui t'intéresse. Donc le BDR, il va juste agrandir la section BDR, il va pas regarder toutes les autres sections. Donc c'est un retour qu'on a eu en fait quand on a fait des entretiens en interne pour voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et sur les battle cards qui existaient, qui étaient sous forme de slides, tu avais le concurrent sur une slide et tu avais toutes les informations. Du coup, tu es en échange avec un prospect qui te dit je suis en contact avec tel concurrent ou c'est la solution qui est mise en place. Ils sont là devant la slide en disant mince, elle est où l'information, parce qu'il y a trop d'informations. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir s'assurer que chaque équipe puisse faire une sorte d'expand de la section qui les intéresse. Et comme ça, sinon ça fait pas trop d'informations non plus. C'est beaucoup plus agréable aussi visuellement de trouver cette information comme ça. Non, c'est sûr. Et du coup, à chaque fois, vous faites, par exemple, Pigment versus un concurrent. Et là, vous dites, bon, bah, nos avantages, potentiellement les questions à poser. S'il y a des inconvénients, être au courant aussi pour pas forcément survendre une fonctionnalité ou essayer d'amener vers vers un autre sujet, j'imagine. Aussi, c'est très lié avec le programme d'entretien Windows parce que on sait qu'on n'est pas meilleur que tout le monde. Je pense que c'est une erreur qu'on peut souvent faire de manière générale quand on travaille pour une boîte et qu'on est dans la vente, c'est de dire qu'on est meilleur. Alors oui, sur certains aspects, on est meilleur, mais on peut pas être bon sur tout. Et du coup, c'est important de savoir est-ce que ce sont nos propres limitations et de pas, comme tu dis, de les survendre parce que sinon, après, ça revient toujours, en fait. Si nous, on dit ça, le programme qu'on fait, nos concurrents le font aussi. Donc, si nous, on sait leurs limites, s'ils font bien leur travail, ils peuvent très bien le savoir et c'est quelque chose qui peut très bien se retourner contre nous. Donc, c'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'il recherche et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, c'est pas forcément ce que le client recherche en fin de compte. Donc, c'est toujours très important, je pense, de voir les choses de manière très complète et c'est là où on va vraiment pouvoir apporter quelque chose à nos clients. Super intéressant. Je pense qu'on a bien parlé du sujet Battle Card. On va parler du deuxième sujet du coup qui est sur les entretiens win-loss. Est-ce que, pareil, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est et comment est-ce que tu le prépares et animes? Oui, alors les entretiens Windows, donc c'est les entretiens qu'on mène avec soit nos nouveaux clients ou alors des comptes qui ont décidé de choisir une autre solution. Et c'est des entretiens qu'on essaye de faire relativement tôt après la signature du contrat ou l'arrêt de la relation avec le client. Et le but vraiment, c'est de comprendre du coup pourquoi on a gagné ou on a perdu en couvrant différents aspects. Donc, on couvre des aspects à la fois relatifs au processus de vente, relatifs aux produits, au pricing, la partie marketing, product marketing, etc. Donc, on essaye de poser les mêmes questions d'un entretien à un autre pour qu'on puisse vraiment identifier les tendances. Et ensuite, une fois qu'on fait l'analyse de tous ces entretiens, vraiment pouvoir en sortir avec un plan d'action. Et tu aurais des questions que tu peux nous partager, des questions que tu poses justement à ces clients? Oui,
Une question qu'on me pose beaucoup parce qu'on est une boîte qui est relativement jeune, ça a été créé en 2019, c'est de savoir comment les entreprises ont entendu parler de nous. Parce qu'on investit beaucoup sur notre visibilité, donc ça nous permet de voir si ça marche ou pas. Donc voilà, est-ce que c'est par le bouche à oreille? Est-ce que c'est via des sites de comparaison de logiciels? Donc ça c'est une question qu'on aime bien poser. Une question, je pense que n'importe qui pose, ça faisait partie des best practices que j'avais vu quand je travaillais le questionnaire, c'était si vous étiez responsable produit, sur quoi vous investiriez, donc savoir un petit peu quelles sont les attentes aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément des choses qui sont adressées également par nos concurrents. Quand on pose cette question-là, en fait, on se rend compte que ce sont des choses auxquelles personne n'avait forcément pensé, mais comme on ne pose pas souvent cette question des fois aux clients, ben, on peut facilement passer à côté de cette question-là aussi très souvent. Ces entretiens, tu les fais toute seule? On les fait à 2 pour le moment, puisqu'on démarre. On a commencé il y a un petit peu plus d'un mois, donc à 2, sachant que ça dépend aussi des disponibilités qu'on a. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir se partager le travail avec ma collègue en product stratégie, parce qu'on a de plus en plus d'entretiens à réaliser. Ça demande un travail de préparation. On se coordonne avec les équipes commerciales qui ont travaillé sur le projet en interne pour pas poser des questions un petit peu ridicules ou auxquelles on devrait déjà avoir les réponses. Après, il y a le travail d'analyse et de synthétisation, parce qu'ensuite, on envoie un résumé qu'on partage avec toute l'entreprise. Donc là, on va commencer à se partager les responsabilités. Génial, super intéressant comme sujet et comme démarche, parce que c'est pas non plus toujours facile d'aller voir des clients qui ont refusé de travailler avec nous. Et je pense que finalement, c'est le mieux à faire que d'essayer de comprendre pourquoi, pour s'améliorer ensuite et peut-être les regagner plus tard. Ouais, carrément. Et de ce que j'ai compris, parce qu'on n'en a pas parlé, tu n'as pas forcément utilisé d'outils en particulier de competitive intelligence. Est-ce que c'est un choix que tu as fait? C'est un choix. Au départ, l'idée, c'était d'avoir une plateforme dédiée. Quand j'ai rejoint Pigment, mon ancien collègue dans ma boîte précédente m'avait dit, si tu travailles sur ce type de sujet-là, utilise Clou, qui est une des références. Du coup, je m'étais gardé ça en tête. Et du coup, quand j'ai commencé à parler de ça en interne et qu'on a décidé de monter un projet vraiment, on a regardé Clou, on a regardé Crayon, on a regardé d'autres solutions. Et en fait, à travers les différents entretiens qu'on a eus avec leurs équipes, qui étaient vraiment, elles étaient géniales, les équipes, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de stratégie et qu'il fallait qu'on fasse tout ce travail de créer cette stratégie, de faire quelque chose qui corresponde à tout le monde avant de mettre en place une plateforme. Parce que sinon, si on met une plateforme alors qu'il n'y a pas de stratégie derrière, elle va pas forcément être utilisée. On va passer beaucoup de temps et on va dépenser beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne va pas résoudre le problème, en fait. C'est comme si tu mettais un pansement sur une énorme plaie ouverte et c'était ton petit sparadrap minuscule. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en place quelque chose de robuste en interne, de mettre en place une stratégie, de comprendre ce qui marchait pas, les attentes, comment on devait partager ce contenu en interne. Et je pense qu'une fois qu'on aura quelque chose de robuste, c'est le début, nos équipes, elles sont super enthousiastes et elles utilisent de plus en plus le contenu qu'on leur fournit. Et ça reste le début, donc je pense qu'après plusieurs mois, on pourra prendre un peu de recul et voir si c'est nécessaire maintenant d'investir ou pas. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord regarder ce qui est en place, parce que s'il n'y a pas vraiment de stratégie en place, la solution ne résoudra pas tout. Oui, tu as complètement raison. Du coup, je me posais la question, comment est-ce que tu as embarqué les équipes avec toi sur ce projet? Je travaille beaucoup avec les équipes commerciales, donc c'est de se rendre compte au fur et à mesure des conversations qu'il leur manquait tout simplement les informations. Donc d'un point de vue équipe commerciale, ça a été, c'est pas que ça a été simple, mais la valeur de la stratégie a été perçue assez vite. Après, c'est une question il y a du contenu, il faut l'utiliser. Je pense que n'importe qui en product marketing, c'est la difficulté des fois de faire utiliser du contenu parce qu'il y a toujours beaucoup de contenu, donc toujours démontrer la valeur de ce qu'on produit. On a de la chance, effectivement, on travaille étroitement avec les équipes, forcément product marketing, product, ça va de pair, avec les équipes commerciales, avec les équipes de sales enablement, enfin vraiment toutes les équipes. Donc on a beaucoup de visibilité, donc les gens ont été rapidement assez embarqués dans ce projet-là. Et quand on est allé les voir pour déjà comprendre les besoins et les attentes, ils ont été super réactifs pour partager leurs impressions, leurs attentes. Et après, on a eu un sponsor en interne qui a fait que ça nous a permis d'avoir cette crédibilité en plus. Quand tu dis sponsor, c'est quelqu'un en particulier ou...
Oui, alors on a plusieurs sponsors dans le sens où la plupart des personnes en parlent régulièrement, mais on a le sponsor du Head of Revenue qui a aussi, parce que pour faire des entretiens Windows, surtout sur cette partie-là, c'est pas une mince affaire. Il faut que ça soit vraiment validé en interne et on a eu validation du Head of Revenue qui a dit c'est bon, je valide le projet et ça nous a beaucoup aidé. Oui, il faut réussir à trouver un peu ces champions locaux, on va dire, pour aussi que dans chaque équipe, on arrive à promouvoir tout le travail qu'on fait. Est-ce que tu peux nous partager justement les premiers résultats, retours que tu as eus sur ce travail? Ouais, les premiers résultats, alors au niveau des battle cards, c'est vraiment l'utilisation. Je commençais à recevoir des messages comme quoi les battle cards sont utiles et qu'elles ont permis vraiment de se sentir un peu plus en confiance, sachant que c'est un travail sur lequel je suis toujours. Donc, comme on avait déjà des battle cards existantes, l'idée c'est de reconstruire les nouvelles battle cards et de les mettre à jour. Donc c'est un travail qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais nous savons que les premières qu'on a pu sortir apportent cette valeur-là. Et de plus en plus vraiment de recevoir des messages, ah bah j'ai une opportunité quand on est positionné contre tel concurrent. Qu'est-ce que je peux leur dire? Est-ce que tu peux m'aider? Vraiment de voir que je suis perçue comme la personne qui peut apporter une connaissance sur le sujet. Donc là, ça fait plaisir. On est vu aussi pas comme juste la personne qui va aider sur les lancements de fonctionnalités, c'est aussi sur cette partie-là. Donc c'est les premiers résultats. Après à terme, on verra l'impact sur les nouveaux clients, etc. Mais En tout cas, c'est prometteur. ouais. Oh non, moi c'est quand même pas mal, je me dis. Tu parlais au début de l'influence sur la roadmap produit. Est-ce que justement les échanges, notamment avec les entretiens win-loss, ça t'a déjà donné quelques insights et informations que tu as pu partager au produit? Oui, on commence à avoir pas mal d'entretiens sous la ceinture, donc on va pouvoir commencer à faire certaines analyses. Mais là où on a trouvé des retours assez intéressants, c'est qu'on a beaucoup de personnes en interne qui nous disent ah, il nous faut telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Et quand on parle avec les clients, même les entreprises qui ont choisi une autre solution se rendent compte que cette fonctionnalité, elle n'est pas la fonctionnalité qui les fait choisir Pigment ou pas choisir Pigment. Mais c'est par contre quand on parle avec des commerciaux, c'est plus l'impression qu'on a quoi. C'est la fonctionnalité qu'il nous faut pour gagner. Donc c'est vrai que là, je trouve que nos clients et les comptes clients nous permettent vraiment d'affiner en fait la priorité de certaines fonctionnalités qu'on a sur la roadmap ou de confirmer du coup la priorité d'autres fonctionnalités que on commence à voir un petit peu les choses se dessiner à ce niveau-là. Ok, super. Écoute, pour terminer sur ce sujet, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour tous ceux qui aimeraient commencer justement ce travail ou forcément on a l'impression que c'est un énorme sujet? Quelle est la première chose à faire ou quelle est l'erreur à éviter potentiellement? C'est vrai que c'est un gros projet. La première chose à faire, je pense, c'est vraiment d'en parler, de sonder, parce que c'est là où on se rend compte de l'étendue du travail, puisqu'il y a des choses auxquelles on va penser, on va se dire il faut les faire. En fait, sinon ça marche. Enfin, il n'y a pas forcément d'attente à ce niveau-là. Ça permet de prioriser les actions, bien identifier ses sponsors en interne et surtout de démontrer la valeur du programme. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais non seulement il faut avoir ce sponsor-là, mais il faut lui prouver la valeur du programme, comment on va le mesurer, quel est l'impact, parce que c'est bien joli de dire qu'on veut sortir des battle cards et c'est toujours un asset qui est intéressant à voir, mais ça va au-delà des battle cards et de faire comprendre qu'il y a toute une stratégie derrière et qu'on a déjà des idées sur comment mesurer l'impact et puis surtout de se faire aider. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et qui demandent de participer, de partager leurs connaissances, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose qui repose que sur les épaules du product marketing manager. Comme beaucoup de nos activités, dans tous les cas, c'est toujours un travail d'équipe. Faut pas hésiter à demander aux équipes de contribuer. Super conseil. Et juste pour terminer, du coup, vu que tu l'as rapidement évoqué, sur cette mesure de la performance, ça veut dire que quand tu as commencé ce projet, cette stratégie, tu as réfléchi aux KPI sur lesquels il faudra analyser pour évaluer la performance ou pas de ce projet-là, c'est ça? Ouais, j'avais regardé comment on pouvait le faire. C'est vrai que là où les entretiens avec les solutions de competitive intelligence ont été utiles, c'est que ça m'a donné aussi des informations sur comment on pouvait mesurer. Alors c'est que beaucoup de leurs KPI sont relatifs à l'utilisation de la plateforme, mais ça m'a permis de voir comment on pourrait le mesurer et du coup dans les OKR Product Marketing d'inclure ça sur mes propres objectifs pour le semestre. Donc c'est vrai que ça va beaucoup se traduire sur l'impact sur le signe de vente. Est-ce qu'on gagne plus contre un concurrent ou pas? Et l'utilisation de tout le contenu qu'on met à disposition. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va affiner avec le temps. Et puis si on a une solution, on aura encore plus de moyens de mesurer. Ah, c'est sûr. Ok, super clair. Écoute, merci d'avoir partagé toutes ces bonnes pratiques. Je pense que ça vaut de l'or. Si ça te va, on termine notre discussion avec deux questions que je vais poser à tous mes invités. Alors, la première, quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter sur ce podcast? Je pense que ça serait Mathieu Segui. Je le suis sur LinkedIn depuis très longtemps et j'adore le contenu qu'il poste, les conseils qu'il donne.
je suis un peu une fangirl de loin à liker ses commentaires, donc je serais super intéressée par un podcast où il est invité. Trop bien. Et la deuxième question, quel est le livre que tu recommanderais, que ce soit sur le product marketing en particulier ou pas? Le livre que je recommanderais, ce serait le The Culture Map par Erin Meyer. Alors, on a un book club en fait dans la boîte et c'est un des derniers livres qu'on a lu et c'est vraiment sur comment travailler avec des personnes de différentes cultures et c'est super intéressant, notamment quand on travaille dans la tech, c'est souvent avec des boîtes qui sont implantées dans différents pays et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, ne serait-ce sur la façon dont nous en France on travaille, on s'en rend pas compte et quand on le voit dans le contexte du bouquin, c'est vraiment super super édifiant et ça se lit très très bien. Je pense que c'est vraiment un livre à lire. Trop bien. Bah, merci pour cette recommandation et merci encore pour cet échange, Nevin. C'était Merci à vraiment toi. super intéressant. Dernière question, si jamais il y a des auditeurs qui veulent te contacter pour te remercier, te poser une question sur le sujet, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils peuvent me trouver via LinkedIn, Nevin Ismaël, et sinon par email, mon adresse nevin.ismael@gopigment.com. Je serais ravie d'échanger, mais aussi de recevoir d'autres idées sur comment améliorer le programme. Parce que je suis pas la science infuse, je débute aussi moi-même sur le sujet. Du coup, je suis toujours preneuse de conseils sur comment améliorer et apporter toujours plus de valeur. Génial. Bah, merci encore et merci à Merci. tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci Carlotte, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!